le Pitch Club. Bonjour, bonsoir, bienvenue pour ce nouvel épisode du Pitch Club, le Pitch Club. Alors, le Pitch Club, c'est le podcast qui donne la parole aux raconteurs et raconteuses de bonnes histoires. Je suis David Sfez, accompagné de Mustapha Kachour. Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode. Ce soir, nous recevons une invitée, Laura Domange, une comédienne, stand-upeuse, qui va nous parler un peu de son travail, de sa vie, de son œuvre. Bonsoir Laura. Salut. Bonsoir Laura. Laura. Salut Laura. Les gars. Laura. Salut les gars, ça va? Salut. Ça va super. Ça va. Très bien, nickel. Alors, lorsqu'on a préparé l'émission, on a vu, on est parti un peu sur ton Insta, on a vu tes stories où t'as commencé à péter un peu un câble. Ouais, j'ai vu ça hier à 2h du mat. J'allais m'endormir et je dis tiens, on va voir un petit peu, et puis je vois Laura et je fais qu'est-ce qu'elle fait en fait? C'est ça. Alors c'est Pourquoi quoi? elle fait ça? Le fait que ça fait pas longtemps que t'es joué présentement, lorsqu'on enregistre l'émission, qui fait que t'es parti là-dessus, un délire que t'as voulu te faire, un message que tu voulais passer. Alors déjà, on va en parler de ces stories, ouais. Ce qu'elles disent. C'est que, en fait, je me suis rendu compte ces derniers mois, j'ai beaucoup posté de vidéos sur les réseaux sociaux et j'ai fait des posts aussi, et je me suis rendu compte de l'algorithme, de certains écueils de l'algorithme, c'est-à-dire qu'il y a certaines de mes publications qui sont très vite considérées comme mortes, qui sont vraiment pas vues par les gens qui me suivent, et les autres aussi, par défaut. Et d'autres qui tout d'un coup se sont envolées. C'est-à-dire que j'avais, c'est en mars que j'ai eu le sursaut. En fait, j'avais à peu près tout le temps le nombre de mêmes likes, le même nombre de likes plutôt, dès que je postais une photo et tout. Et là, pour le 8 mars, j'avais fait un post. Le 8 mars, c'est donc la Journée internationale du droit des femmes. Et j'avais fait un post, juste une punchline. J'avais juste dit, les mecs qui te souhaitent bonne fête un 8 mars, c'est mignon, mais c'est un peu con. Et là, ça avait déclenché une succession de commentaires, mais plein, du débat, des gens qui disaient ouais, on en a marre de ces féministes qui détestent les hommes, je sais pas quoi, et puis les gens qui répondaient mais c'est n'importe quoi, mais elles détestent pas les hommes, et là. Donc ça a créé un débat de ouf sur mon mur, et du coup la publication s'est envolée, tu vois. Elle a fait, je sais pas, genre 12 000 likes, cette photo, là où d'habitude j'en ai 800, tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai compris enfin à quoi servaient les haters, c'est-à-dire à générer du trafic sur ta page, parce que ça crée du commentaire, donc ça crée du débat. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire une story en mars, en disant mais attendez, mais moi, c'est terminé, je vais arrêter. Normalement, quand je traite un sujet, que ça soit sur un sketch ou une vidéo, j'essaye de faire le tour du thème pour être inattaquable et être nuancée. Et là, en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est complètement con, parce que je suis tellement nuancée que, il y a jamais de haters. J'ai que des bisounours qui commentent mes trucs. Tout le monde fait, c'est génial. Mais souvent, les publications sont considérées comme mortes. Donc, en story, j'ai créé des faux débats. Donc, j'ai mis Lolo les gros sabots. Attention, maintenant je vais être tranchée et c'est comme ça. Et maintenant j'ai créé des débats un peu nuls. En fait, c'est ça ce que je fais sur mes stories. Donc je fais moi les frites, j'aime les manger, mais avec des couverts. Et là les gens font mais c'est trop nul. Et c'est vrai que ça marche. Hein. Et c'est ça. Ouais, mais justement. Mais par contre, je devrais faire peut-être en publication. Ouais. Parce que justement en fait, on dit que ce qui marche sur les réseaux, c'est tout ce qui est clivant. Donc là, t'as réussi en fait à faire à cliver les gens. En fait, moi j'avais un autre regard là-dessus. Ouais. Alors, en faisant des recherches sur ta carrière, ta formation, j'ai vu que t'as fait du théâtre de rue dans le métro avec du happening. Ouais, carrément. C'est important. Ouais. Bon, il y a un truc qui s'appelle art action, qui consiste à exprimer devant des gens auxquels c'était pas prévu, qui reçoivent comme une frappe artistique. C'est-à-dire, tu essaies de choquer un petit peu. T'es dans cette démarche-là par rapport à ça sur Insta? C'est ça que tu veux, c'est créer du... Non, justement, pas du tout. Je me moque de ça parce que souvent, je trouve ça... Moi, en tant que consommatrice des réseaux sociaux, quand je vois des propos pas du tout nuancés, mais quelles que soient les personnes qui les défendent, que ça soit des humoristes, des politiques, mais qui sont dites comme ça, des vérités absolues, je trouve ça souvent un peu minable et un peu débile. Et c'est vraiment la recherche du clash pour le clash. Moi, personnellement, ça m'intéresse pas. Donc là, je joue un peu de ça, et c'est pour ça que les sujets que j'affirme et que je dénonce sont des sujets profondément débiles qui n'ont, à mon sens, aucun enjeu. Mais c'est vrai que ça déchaîne un peu les foules. Quand tu dis, moi, je préfère mettre les céréales avant le lait, les gens font quoi? Mais c'est une aberration. Donc, en gros, tu te fous de la gueule des débats à la con.
On va dire ça. Mais donc, ça reste dans une démarche artistique. Oui. T'es là pour faire rire les gens. Pour faire rire les gens. C'est ton métier d'humoriste. Et que tu développes avec peut-être une nouvelle façon de faire rire. Bah, en tout cas, je pointe un peu ces contradictions-là. Je pense pas, je n'ai pas envie de tomber dans l'écueil de, du coup, faire des trucs très tranchés pour attirer du like, tu vois. Je pense que moi, je suis fière des objets que je présente et j'aime bien essayer de traiter un thème à 360 degrés et tous les aspects du thème, pardon. D'accord, souci. Mais voilà, après, je veux juste trouver un moyen que ça soit plus vu. En tout cas, c'était marrant. Merci. Et alors là, donc, hormis la scène, t'es sur ton Instagram, tu mets beaucoup de publications, enfin de vidéos extraits des piquantes, une émission qui est diffusée sur Teva. Est-ce que tu peux nous raconter comment t'as intégré l'équipe et quelle est ta démarche par rapport à ça? En fait, pendant le premier confinement, comme on a été privé de scène, c'est-à-dire amputé de nos bras, de nos jambes, pendant 3 mois, ce qui m'a surpris de moi-même, quand même, c'est que je me suis rendu compte que la nécessité de créer, elle était quand même là, même s'il y avait plus le public. Donc j'étais confinée avec ma meilleure pote et je lui ai demandé de tenir mon téléphone et de me filmer. Je me suis emparée de sujets d'actualité de l'époque, c'est-à-dire, je sais pas si vous vous souvenez, mon premier confinement, le truc abusé, c'est qu'il y avait eu une pénurie de PQ. Vous vous souvenez de ça? Et donc j'avais saisi le thème et j'avais fait un faux reportage en créant un personnage d'une meuf complètement claquée qui avait créé des marionnettes avec des rouleaux de PQ et c'est pour ça qu'il y avait une pénurie de PQ en France. Et voilà. Et j'avais fait ça façon faux reportage parce que une pote à Paris, qui était restée à Paris dans mon appartement, est monteuse et elle me disait, je m'emmerde, si t'as des conneries à monter, n'hésite pas. Donc j'avais fait, ok, nickel. Donc je lui avais filé le truc, elle m'avait fait un super montage, genre vraiment façon JT. Et donc ce format-là, il m'a amusé. Donc j'ai commencé à le décliner comme ça toute seule sur mes réseaux, avec donc ma pote qui montait, ma meilleure pote qui me filmait, et c'est tout. Et Teva est venue me chercher vers la fin du premier confinement en me proposant de faire une chronique et j'ai plutôt proposé un magnéto et je leur ai dit regardez, moi j'ai ce truc là, les faux reportages ça m'éclate, je trouve qu'il y a des sujets, enfin c'est renouvelable à l'infini puisque on s'inspire je m'inspire de l'actu et je la décale un peu, donc voilà, j'ai mis du temps à les convaincre mais après je les ai convaincus et ça marche bien, donc c'est cool. En fait il y a un petit côté la télé des inconnus et comme je sais que c'est une de tes références, grave, c'est exact, enfin c'est clair que ça m'a complètement bercé, je suis vraiment team inconnu. On va préciser quand même. Il y a des gens qui connaissent pas les inconnus. Alors c'est là. Alors au revoir. Déjà, voilà. Ceux qui connaissent pas, on va leur dire qui c'est. Donc les inconnus, c'est 3 humoristes. Voilà. Didier Bourdon, Bernard Campan, Pascal Agitimius. Dans les années 90, qui cartonnaient à la télévision, qui faisaient des émissions avec 15 millions de téléspectateurs, des fois, avec des grandes époques de la télé, c'est des scores qui existent plus. Et c'est des shows avec du sketch, des extraits de spectacles, et beaucoup de parodies télé. Oui. Parodies de pub, parodies de JT, parodies des reportages, et donc c'est sûr, oui, bien sûr, quand on fait parodie de reportage, c'est clair que ça fait penser aux inconnus. Et donc toi, ça t'a marqué, c'était, tu voyais ça à la télé. Le rêve de refaire ça, de refaire une émission comme ça, mais le rêve, franchement. Et tu les as pas rencontrés, les inconnus? Non, c'est tellement mon aucun rêve. Des 3. Non, mais alors moi Didier Bourdon, mais c'est mon idole vraiment pour moi, mais c'est ton préféré des 3. Il y a pas meilleur comédien. En fait, c'est toujours difficile, je trouve, de juger une personne sur un trio parce que en vrai, ce qu'on minimise beaucoup, c'est que si cette personne excelle autant, c'est parce qu'elle est dans son écrin. Et son écrin, c'est aussi ses acolytes. Donc, si on l'en sort, je sais pas s'il a cette même puissance, cette même force. Mais en tout cas, dans le trio, en tant que comédien, moi, il me tue, il me met par terre. Vraiment. C'est quoi qu'est-ce qui distinguait chez lui, qui te plaisait, en fait? Je trouve qu'il est très, très, très juste, tu vois. C'est-à-dire qu'il arrive à être très, très drôle, mais c'est du jeu presque minimaliste, quoi. C'est criant de vérité. Et ça me tue. Et en plus, c'est l'un de ceux qui se transformait le plus aussi, je trouve. Il avait vraiment un large éventail de jeux, mais d'ailleurs, enfin une belle palette. D'ailleurs, une belle palette. Je me suis détestée. 72 ans, il a une belle palette, effectivement. Mais il a fait le Conservatoire national, d'ailleurs. Lui, c'est vraiment un acteur. Les autres, je sais pas d'où ils viennent, mais lui, il avait fait le Conservatoire national. Plus ce qu'a fait théâtre les autres, peut-être. Enfin, faut pas se renseigner. Après, Bernard Campan, sa sensibilité, j'adore parce que par la suite, il a fait aussi des films d'une très grande sensibilité et où tu sens que le mec, voilà, c'est un créateur aussi très très fort. Il y a beaucoup de profondeur. J'adore aussi quand même son jeu. Il m'éclate. Légitimus aussi. Enfin, en vrai, c'était de la balle. Mais c'est vrai que moi,
Bourdon, la façon de composer les personnages, ça m'a vraiment marqué, quoi. Sa palette. Sa palette. C'est quoi la palette, justement, pour dire à quelqu'un qui connaît pas trop l'acting? Ouais, la palette. Non, mais la palette, c'est l'image de la palette du peintre, tu sais, oui. avec plein de couleurs, quoi. En gros, il a une large palette, sous-entendu, il a plein de couleurs de jeux, Il peut jouer plusieurs choses différentes. Voilà. Il peut tout jouer. Toi, quand c'est pas que tu l'imites, je dirais pas ça. T'essayes de reprendre des mimiques chez lui, des trucs, Non, j'essaye pas du tout d'imiter ou de reprendre qui que ce soit. Par contre, j'imagine que, on est tous empreints de nos univers, tu vois. Donc, j'imagine que malgré moi, peut-être, mais encore, je trouve ça, enfin, si c'est produit, c'est probablement très inconscient, mais c'est vrai que dans un premier temps, quand tu regardes un peu tes idoles, j'imagine que quand t'es enfant et tout ça, tu t'imprègnes malgré toi. Mais bon, je sais pas, jusqu'à maintenant. Ça reste une inspiration. Ouais. Et comment tu travailles sur les vidéos, que tu les mets en place, tu fais ça toute seule, t'as une équipe avec toi? Alors, ouais, j'ai la chance d'avoir une équipe de ouf. En fait, donc je coécris mes vidéos, pour la plupart. Celles qui, depuis qu'on est chez Teva, parce qu'il faut assurer, quoi, toutes les semaines, il faut pondre 1 à 2 vidéos, donc c'est assez soutenu. Et moi, ce que j'adore dans la coécriture, c'est que ça va plus vite. C'est-à-dire que au lieu de galérer seule devant ma feuille blanche, là, au moins, je peux discuter avec quelqu'un, voilà, ça s'auto-alimente, on rigole ensemble et surtout reconvoquer le rire, parce que parfois, quand ça devient un taf, tu t'en déconnectes un peu. Et là, c'est raté, souvent. Enfin, moi, je sais que les vidéos les mieux, c'est celles qui m'ont le plus amusé à faire. Donc voilà, donc je coécris les vidéos. Tu lances les thèmes? Alors non, on brainstorm autour des thèmes avec mon ou mes auteurs. Mais pareil, je me rends compte que ceux qui viennent pas de moi, je les défends beaucoup moins bien. Voilà. Donc donc c'est un faux temps d'économiser. Oui. C'est les vidéos qui sont dans le cadre de l'émission Piquante. Oui. Sur Teva, d'accord. Oui. Parce que non, je parlais aussi des autres vidéos sur Insta que tu fais pour toi personnellement. Ah non, je fais tout toute seule alors. Là, c'est pas la même démarche. Non, c'est pas la même démarche. Là, c'est vraiment la régularité qui, pour moi, impose le fait de travailler à deux, parce que voilà, au moins je sais que je rendrai jamais copie blanche. Alors que si c'est pour moi et moi seule, si pendant une semaine je publie rien, je m'en fous. Enfin. T'as des commandes que tu dois donc assurer, et puis l'autre côté pour déconner. Exactement. D'accord. Voilà. Et l'un nourrit l'autre. C'est à toi, ça te permet déjà d'avoir des idées, de travailler le cerveau, quoi. Ouais. Moi, je trouve qu'il faut garder toujours la créativité en alerte. Si ça ne tenait qu'à moi, par exemple, si j'avais pas ces vidéos-là à faire pour Teva, mais que je devais faire les mêmes pour mes réseaux sociaux, je ne les écrirais pas. Moi, j'aime bien partir en impro, partir d'une prémisse, c'est-à-dire un thème, et après, à partir avec mes équipes dans la rue, dire en gros, voilà le décor, voilà un peu ce que je veux comme situation, et après on verra et on se laisse porter. Parce que finalement, là, je dois rendre des comptes à une rédaction, donc du coup, je dois rédiger des épisodes de façon très construite. Donc je le fais pour que on me les valide, mais ça m'empêche pas au tournage. J'arrive pas à m'empêcher au tournage de trouver 15 milliards d'autres blagues. Du coup, on se retrouve avec une première version d'un épisode de 8 minutes qui doit en faire au final 3 minutes 30. Donc tout le monde me maudit. La monteuse, la rédac chef, tout le monde. Mais ça c'est un peu tout le truc. Comment dealer entre, tu vois, on est assez autonome quand même les humoristes parce qu'on écrit, on joue, on se met en scène. Et donc comment dealer entre sa façon de faire et les institutions entre guillemets. Enfin voilà, le professionnalisme quoi, ce cadre-là. C'est ce truc-là que moi j'apprends à faire. Mais donc pour revenir à l'équipe, donc je coécris parfois avec Hugo Gertner, parfois avec Francis Magnin, parfois j'écris seule. Et sinon c'est un de mes potes, Lou Assous, qui tient la caméra, et mes monteurs c'est pareil, des amis. Enfin c'est mon mec en fait, Xavier Bazoge et une amie Sandra Otterstein qui monte les vidéos. Et la maquilleuse que j'ai dans les vidéos, et coiffeuse, c'est elle qui me maquillait et me coiffait dans les salles gosses quand j'avais 10 ans. Donc tu vois, moi je suis très 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 fidèle en équipe. Troupe. Ouais. Je reste fidèle à fond toute ma life. Alors tu parlais des salles gosses, c'est la première troupe que t'as intégrée au théâtre. Ouais, quand j'avais 10 ans. Pro dès le plus jeune âge. Tout à fait, hein. ouais, on va T'as commencé vite, c'est à 8 ans ou 10 ans, je me rappelle. 10 ans. 10 ans. Ouais, en fait, j'avais vu, tu sais, on parlait tout à l'heure des influences par rapport à Didier Bourdon ou quoi. Ouais. Quand j'étais petite, je consommais beaucoup d'humoristes, quoi. J'adorais. Et j'avais vu, mes parents, ils étaient médecins dans les salles de spectacle et du coup, ils avaient des places de spectacle gratos pour... Quand tu dis médecin dans les salles de spectacle, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est médecin de garde. Dans n'importe quelle salle de spectacle, en théorie, t'es censé avoir un médecin au cas où quelqu'un fasse un malaise. D'accord. Voilà. Et donc mes parents
Et le deal, c'est que eux, on leur donne des invites pour voir des spectacles et en contrepartie, ils doivent soigner s'il y a un problème. Voilà. Ils sont intervenus des fois ou... Oui, plein de fois. Ah ouais. Ouais. Parce que quand tu vas dans un théâtre où assis et tout ça, bon, c'est rare, mais il peut y avoir toujours quelqu'un qui fait une crise cardiaque, un truc, tu vois. Bon. Ouais. Et quand tu vas dans des gros concerts, à l'époque, en plus, les concerts étaient fumeurs, tu sais. Tu as dans des gros concerts de rock, de reggae, tout ça. Quand t'as des gens qui dansent à donf, tu sais, les pogos, les machins, laisse tomber. Ça, t'as des gens qui se font marcher dessus. Il y avait des malaises pas possibles, des gens défoncés. Donc ils faisaient souvent les festivals, ils faisaient souvent les concerts. Tu les accompagnais aussi je les accompagnais de ouf. J'adorais. Et puis on passait nos commandes, quoi. Tu vois. T'as des souvenirs de concerts incroyables que t'as fait comme ça? Ouais, j'ai des souvenirs d'un concert de reggae au Bataclan, justement, où très très enfumé et où les gens tombaient comme des mouches, vraiment. Ils faisaient des malaises, chute de tension sur chute de tension ou autre chose, je ne sais pas. Et du coup, comme c'était un peu dangereux, les serveuses nous avaient fait passer derrière le bar et c'était le meilleur souvenir de ma vie parce que j'ai joué à la marchande toute la soirée jusqu'à ce que le patron du Bataclan vienne et dise que on n'a pas le droit de faire travailler les mineurs. Mais moi je me suis derrière le bar en fait, quoi. Tu servais les gens. Ah ouais, j'avais. T'avais quel âge à ce moment-là? 7 ans, un truc comme 7 ça. ans. Ouais. Ouais. Et j'adorais. Et puis on passait les commandes, tu vois. On disait il y a Hélène et Dorothée en concert, donc bim, allez go à Bercy, Zénith. Moi j'ai vu tout le monde, tu vois. Attends, mais quand même à l'âge de 7 ans faire un concert de reggae, c'est c'est spécial quand même. Ouais, ils étaient très ouverts. Sympa, les parents, c'est cool. Ouais, ils sont très ouverts. Ouais. Et donc très ouverts parce que ça devait avec les fumées de Marie-Jeanne dans la salle. De Marie-Jeanne. Ils étaient quand même dans un cadre professionnel, ils sont pas obligés de ramener leur fille, quoi. Ils viennent, ils ramènent la petite et hop, c'est bon, quoi. Parce que ils sont pas payés pour faire ça. Le kiff, c'était c'est vraiment le deal, c'est vraiment ils ont des places de spectacle et ils sont les... Donc c'est dans un cadre de allez, toute la famille, on va sortir, on va avoir des concerts, tu vois. Kiffant, quoi. Tu sais comment ils ont eu ce plan-là? Tous les médecins peuvent adhérer à une association, à cette association qui s'appelle je sais pas comment, mais c'est associatif et du coup tu viens. Je me souviens, ça se faisait dans un amphithéâtre. Ils disaient, ils donnaient le nom des spectacles. Il faut être le premier à lever la main pour y aller, quoi, pour être booké sur le truc. Et moi j'assistais à ça, et donc j'allais distribuer les tickets dans la salle. C'est moi la lever la main en premier. C'est marrant, ça. J'adorais. Donc voilà. Et là-bas, grâce à ça, j'ai vu à l'Olympia la compagnie des Sales Gosses qui imitaient leur spectacle. Ça s'appelait Les Sales Gosses les imitent, et c'était des enfants qui imitaient Élie Kakou, Élie Dieudonné, les Vampes, Muriel Robin, que des humoristes très in à l'époque. Ah oui, c'était les grosses stars. Les stars. Il y en a, franchement, c'est vraiment l'époque des stars de l'humour, quoi. Oui. Franchement, ça a changé d'ailleurs depuis là. À l'époque, c'était vraiment un truc de ouf, quoi. Ouais, c'était l'âge d'or du one man show. Ah ouais. Les cassettes vidéo qui se vendaient comme des petits pains. Ouais, qui s'usaient. Ouais. Jusqu'à la moelle. Et donc... tu les passais ces cassettes justement quand tu voyais ça. Ah mais laisse tomber, j'arrêtais pas, j'en avais, je les ai saignés mes VHS, quoi. Vraiment. Et donc j'ai vu le donc spectacle. Tu vois la petite troupe et alors. La petite troupe et mes parents me disent mais attends, mais tu devrais faire ça, enfin, puisque je passais ma vie à le faire à la maison déjà. Mais bon, c'est toujours un peu cliché de dire ça, parce que il y a plein de gens qui font pas de théâtre qui disent moi j'aurais été bonne comédienne, hein, parce que moi quand j'étais petite, quand je disais que j'avais mal à la tête, on me croyait, enfin tu vois, donc ça fait un peu ça comme discours. C'est toujours des discours un peu claqués, mais c'est vrai, j'ai passé mon temps à imiter tout le monde, mais pas que les humoristes. Tu vois, quand j'accompagnais mes parents dans des congrès médicaux et tout, après le soir, je leur refaisais tout le monde. Enfin, c'était vraiment mon truc, quoi. Et du coup, à la fin du spectacle, ils distribuaient des prospectus pour inciter les enfants à s'inscrire dans l'école de théâtre des Sales Gosses. Donc moi je faisais pas de théâtre, je voulais prendre des cours de théâtre et j'avais dit à mes parents vas-y, je suis chaude de m'inscrire au cours. Et sauf qu'on appelle et puis ils demandent une lettre de motivation, donc trop bizarre, quoi, à 8 ans, 9 ans, d'écrire une lettre de motivation. D'ailleurs, elle me l'a remontré, la directrice, elle est claquée au sol. Chère madame, moi j'adore imiter Céline Dion. C'est vraiment très nul. Et du coup, il me donne un entretien, un rendez-vous pour un entretien. Et en fait, là, l'amalgame se crée. C'est-à-dire que moi, je pense que je vais m'inscrire dans des cours de théâtre. Et eux, à ce moment-là, ils préparaient le casting pour la prochaine troupe. Et en fait, j'ai pas compris, mais je me suis retrouvée engagée dans la troupe, alors que moi, je voulais juste prendre des cours le mercredi après-midi, tu vois ce que je veux dire. Donc, au lieu de payer pour avoir des cours, j'ai été, moi, payée pour
être dans le spectacle, tu vois. Ah, parce que oui, les enfants sont rémunérés pour une prestation. C'est des normes, en plus, c'est très serré, très sévère et tout ça. Donc, du coup, c'est comme ça que ça s'est fait et j'ai dit, mais mes parents seront jamais d'accord. Et en fait, bon, comme ils étaient en train de divorcer, ils avaient la flemme de m'éduquer, donc ils ont dit oui. La formation, ça se passait comment, en fait, à l'époque? Du coup, il n'y avait pas vraiment de formation. C'est qu'on a monté le spectacle tout de suite et c'était un autre spectacle. C'était pas des imitations, là, c'était, vraiment une fiction, quoi. Et voilà. Et c'est-à-dire que tu donnes pendant 2 ou 3 ans, hein, t'as un contrat d'exclusivité et tu donnes tous tes mercredis, samedis, dimanches et toutes tes vacances scolaires à la troupe. Ouais. Comme au foot, quand les gens ils sont en centre de formation de foot, c'est le même concept en fait. J'imagine. Donc là, pendant 2-3 ans, entre quel âge? 10 ans et 10 et 12 à 10 peu près. 12. Enfin, c'est à peu près 10 et 12 tout et le temps. Là, tout le temps, mais c'était le rêve, enfin c'était génial, c'était une autre famille, enfin tout d'un coup tout paraissait fade. Je m'ennuyais énormément à l'école, mais bon, j'étais bonne en cours parce que si tu chutais ta moyenne scolaire, tu étais viré de la compagnie. Donc fallait assurer dans les deux. Et tu vois, assurer dans le spectacle, connaître tes textes, etc. et assurer en cours. Donc ça donne l'endurance du travail très très jeune, tu vois. D'accord. Et voilà, c'était le kiff, c'est devenu une famille, c'est devenu une drogue et puis voilà. Une drogue dans quel sens? C'est que comment t'as perçu ce début où t'as du manque quand tu joues plus? Ah ouais, c'est ça, t'as du manque quand tu joues plus et puis les veines. Le reste non, mais le reste paraît fade, tu vois, quand je sais pas, la maîtresse d'école elle te fait faire le spectacle Clacos de fin d'année, tu fais oui, cimer quoi. Tu vois ce que je veux dire? ou même je sais pas le petit vertige que tu peux avoir avant de réciter une poésie, là tout d'un coup tu l'as plus trop. Et puis tu rencontres des gens. Enfin moi là j'ai rencontré des gens exceptionnels parce que tous les enfants venaient un peu de la France entière, tu vois. Et on venait pas du tout du même milieu social. C'était les enfants ils étaient pris sur leur ce qu'ils donnaient sur scène quoi, pas par rapport à leur origine ou leur milieu. Donc tout d'un coup il y avait aussi une mixité très très forte. Pour moi, j'avais 10 ans où je traînais avec des enfants de 6 ans et d'autres de 15, tu vois. Donc rien que ça, de créer une famille à 10 piges avec des gens de plein d'origines différentes et d'âges différents, c'est un truc de ouf sur l'ouverture et sur le kiff, quoi, tu vois. Et ça crée pas un décalage avec tes camarades de classe du fait justement que t'étais déjà un peu dans la vie active très tôt et qu'eux ils étaient dans leur quotidien d'enfants lambda? Oui, clairement ça en crée un, mais quand quand ça s'est fait en primaire, j'avais mes copines qui me connaissaient depuis la maternelle et du coup elles étaient trop chaudes avec moi, quoi. Elles étaient trop contentes et tout, donc j'avais pas trop ce problème-là. C'est après quand je suis arrivée en 6e, j'ai compris ma douleur, quoi. Par rapport à quoi? Tu te recrées des potes à l'école, je sais pas, j'ai pas du tout kiffé ma 6e. Après ça vient avec le moment de la puberté, donc ça j'en fais plein de sketchs sur scène là-dessus aussi. Donc ça vient aussi avec la transformation physique quand t'es une nana où tout d'un coup tu comprends pas, tu sais, on dirait que tu vois la potion dans Les Visiteurs, tu vois les phases par lesquelles ils passent, quoi. Quand ils font la formule magique. C'est ça, ouais. Tout d'un coup, t'as un gros nez, tout d'un coup, tu pousses d'un coup, tu pèses 12 kilos et tu vois ce que je veux dire? Tout est chelou, quoi. Donc, non, ça, la 6e, j'ai pas trop kiffé. Bon, on s'en fout. Alors, t'es pas la seule. Je pense que c'est un passage, c'est un nouveau monde quand tu sors de la primaire. Ça, c'est un peu bisounours. T'arrives au collège et un autre. Ouais, c'est ça. Et puis, du coup, t'as ton truc à côté, quoi. Moi, je m'en foutais un peu de ce qui se passait, les booms, les trucs de squatter après les cours. Je m'en foutais. J'avais qu'une hâte, c'était de faire du théâtre, de retrouver mes potes du théâtre. Donc, forcément, tu passes pour la meuf qui se la pète, quoi. Mais bon, j'en ai rien à secouer. T'étais sur Paris à ce moment-là? Ouais. T'habites à Paris? Dans quel coin t'étais? T'habitais dans quel quartier? Dans Paris 6e. Ouais, très chic. À Luxembourg. Ouais, exactement. Donc t'es une Parigo. Parigo, complet. Né à Paris. Titi parisien. Et rive gauche. C'est-à-dire que t'allais jamais rive droite? Bon, si. Les sales gosses, c'était rive droite, c'était à Colonel Fabien. C'était pas bobo à l'époque, hein. Ouais. Non. Ouais. C'est vrai que c'était pas bobo. C'était pas bobo, c'était un peu craignos. Populaire, quoi. Populaire, on va dire. Le Pitch Club. Pendant le collège, tu continues les cours de théâtre jusqu'à où t'as Non, après les sales gosses, j'ai arrêté parce que quand justement, la puberté fait que quand tu n'as plus le physique d'une enfant, tu dégages de la compagnie. Ah, t'es trop vieille. Trop vieille, exact. Tu parais trop vieille, en tout cas. Parce que, moi, à 12 piges, j'ai à peu près le même physique que maintenant, si tu veux. Donc, je paraissais très femme. Donc, voilà, j'ai arrêté à ce moment-là. Et puis, non, j'ai pas fait de théâtre jusqu'à 11 secondes où au lycée, j'ai repris l'option théâtre et j'étais dans le même lycée, pour la petite anecdote, j'étais dans le même lycée que Hugo tout seul. Oui. Et Norman. Il a confirmé.
Et Norman aussi. C'est vrai? Il y avait Norman. Parce qu'on a croisé Hugo tout seul avant de faire l'émission. Il m'a dit, Laura Demange, j'étais au lycée avec elle. C'était quel lycée, déjà? Voilà. Lycée Saint-Sulpice. Saint-Sulpice. Ouais, c'était rive gauche. C'était vraiment le lycée de déchets. Hein. Ne nous mentons pas. C'était vraiment la dernière étape avant la boîte à bac, tu sais, avant les lycées hors contrat, parce que autogéré. Ouais, voilà. Parce que on parle d'un arrondissement assez particulier quand même. Là, il y a Henri IV, Louis le Grand, il y a des grands lycées, des lycées monstrueux, pas loin. Dedans, t'as Saint-Sulpice. Je te dis honnêtement, c'est pas ça, mais enfin, pour moi, ça m'a sauvé la vie, ce lycée, parce que sinon, j'aurais pas pu avoir mon bac, je pense, ailleurs. T'avais aussi, par exemple, les cours du soir pour des gens qui étaient déscolarisés depuis longtemps, ou pour des gens qui voulaient passer le bac sur le tard et tout ça. Et il y avait, dans ce lycée, enfin, pourquoi j'avais fait, c'est parce qu'il y avait les options art. Il y avait soit l'option théâtre, soit l'option art plastique, soit l'option cinéma. Norman d'ailleurs a fait cinéma et Hugo et moi on a fait option théâtre et ça comptait co F7 au bac. Donc t'imagines, pas mal. Truc de ouf. Ouais. C'était génial. Donc du coup je l'ai eu, pas de suspense, mais je ne l'aurais pas eu autrement. Je vous le dis tout de suite. Et c'était comment avec Hugo tout seul, ça, les cours tu sentais qu'il avait déjà du potentiel. Ensemble. Vous traînez pas. Enfin, si on traînait ensemble, si, je dis des conneries, on traînait ensemble, bien sûr, parce qu'on était des terminales L, tu vois, tout ça un peu Babs, tout ça, quoi. Mais tu te doutais à l'époque qu'un jour il ferait de la scène, enfin, je sais pas, déjà, à l'époque, vous parliez déjà de ça un peu? Bah oui, moi, c'était déjà tout tracé, enfin, je savais que je voulais faire ça et tout, mais je pensais pas du tout que je voulais faire du one woman show. Je voulais vraiment faire du théâtre. Et Hugo aussi dans mon esprit, en tout cas dans ce que j'imaginais. Mais Hugo, je le voyais déjà plus écrire parce qu'il était assez littéraire. Il lisait beaucoup, il était vraiment intéressé par ça. Il écrivait bien. Enfin voilà, je le voyais bien. Il faisait des blagues déjà, il faisait des vannes. En fait, franchement, je sais pas ce qu'il aimerait que je dise sur lui. Donc, je sais pas, mais je pense qu'il était un peu timide et que moi, j'étais avec des copines, on était très, très, très grande gueule, hein. On laissait pas beaucoup de place. Ça chambrait bien, dans la cour de récré, quoi, s'y allait. Il avait déjà une grosse voix? Ouais. Il avait la même voix. Ah oui. Ouais, le côté van, chambre, est-ce que déjà, à ce moment-là, tu sentais que t'avais quelque chose? En disant, tu dis un truc, tout le monde écoute. La punchline, hop, tout le monde écoute. Non, pas du tout. J'avais pas trop conscientisé ce truc-là. Non. Parce que t'étais en mode théâtre, pour toi, théâtre classique. Tu te voyais pas partir dans l'humour, le one woman show. Non, voilà. Après, par contre, j'étais tout le temps dans le gang des cancres, bien sûr. C'est quoi le gang des cancres? Bah toujours, tu vois, c'était ceux qui faisaient rire. Non, mais ceux qui faisaient rire la classe. Mais moi, j'aimais faire rire la classe et les profs. Je me plaçais toujours du côté insolente, polie, tu vois. C'est-à-dire que je faisais des réflexions qui faisaient hurler de rire mes potes, la classe, mais les profs me donnaient des bons points pour ces réflexions. Tu vois, par exemple, je demandais des contrôles. Non. À toi. Excusez-moi, est-ce qu'on pourrait avoir un contrôle pour bien fixer nos connaissances? Et ça faisait hurler de rire la classe, tu vois. Les profs disaient, mais bien sûr, Laura, mais volontiers. Alors que j'en foutais pas une, tu vois. Donc déjà, il y avait quand même pas des petites graines, quoi. Ça commençait un peu tout doucement, même inconsciemment. C'est-à-dire que tu commençais déjà à faire pas des punchlines, mais des bribes, quoi, de vannes, et qui un jour après vont t'amener sur scène toute seule. Bah, c'est sûr, oui, c'était clair. Et puis, pareil, d'imiter les profs tout le temps. Ça, c'est sûr que l'école, quand on dit c'est l'école de la vie, c'est sûr qu'il devait y avoir des embryons, mais moi, je conscientisais pas ça comme j'ai envie de faire de l'humour. Je savais que j'avais envie de faire rire les gens, oui, c'est clair, que j'avais envie de faire de la scène, mais jamais je pensais que j'arriverais à écrire pour moi, tu vois, et à être toute seule. Jamais je pensais ça, tu vois. Est-ce qu'à l'époque, tu regardais des comiques seuls sur scène? Ouais, j'étais fan de Gad Elmaleh. Ouais. J'adorais, ils étaient pas seuls, mais j'adorais Élie et Dieudonné, à l'époque de Élie et Dieudonné. J'adorais, mais en fait, je les aimais tous, quoi. Chez des femmes, non? Alors, non, j'étais pas trop élevée à la culture Muriel Robin, tu vois. Valérie Lemercier? Valérie Lemercier, j'adorais. Ouais. Palace. Tu peux en parler de Valérie Lemercier? L'émission Palace ouais. L'émission Palace. J'adorais l'émission Palace. Les Nuls aussi, elle a fait beaucoup de sketchs pour Chantal les Nuls. Lobby, Valérie Lemercier, elle était pratiquement le 4e nul caché, en fait. Tu sais, je sais pas, tu te rappelles de la séquence où elle fait l'imitation, tu sais, avec les enfants, là, ouais. Ah oui, trop drôle. C'est quoi, comment ça s'appelle déjà cette émission? L'école des fans. L'école des fans, ouais. Où elle joue une petite gamine, là, qui est super timide avec les parents qui filment. Ouais. Donc toi, Valérie Lemercier, c'était quelqu'un qui t'avait repéré déjà? Ah oui, j'adorais, je
je la trouvais trop forte, quoi. En fait, je sais pas comment expliquer, mais même j'adore dans Les Visiteurs, tu vois, c'était mythique ce qu'elle faisait. Enfin, maintenant ce film, je sais pas ce que ça donnerait si on le revoyait. Non, mais ça va, je l'ai vu récemment, il a pas trop mal vieilli en fait. Ouais. Mais cette espèce de jusqu'au boutisme aussi dans le personnage, tu vois, la façon aussi qu'elle a de composer, c'est très très fort, quoi. Et sa personnalité, son physique là, tu vois, de grande gigue un peu. Enfin, c'était incroyable. Et puis comment elle amène les phrases, quand elle monte la voix. Incroyable, trop fort. Sa musicalité. Pas votre poncho, comme ça, tu vois. Donc déjà tu commences. Une fois que tu sors du lycée, tu vas intégrer des troupes de théâtre. Tu fais quoi derrière après? Je monte ma troupe de théâtre. En fait, c'est toi qui as tout monté. J'ai tout monté. Le deal avec mes parents, c'était d'aller jusqu'au bac. Tu vois, moi j'avais envie d'arrêter plus tôt, mais ils m'avaient dit tu vas jusqu'au bac. Après tu fais ce que tu veux. Donc j'ai eu le bac et après j'ai monté tout de suite ma première troupe. En parallèle, je me suis inscrite dans une école de théâtre pro. Laquelle on peut? L'école Charles Dulin, ça s'appelait. Elle est située où? Elle était située dans le 10e. Ouais. Et comment tu l'avais trouvée cette En fait, c'était la seule école qui prenait sur entretien et pas sur audition. Et moi, je partais du principe que j'allais aller dans une école pour apprendre, donc il fallait pas que. Enfin, je trouvais ça dégueulasse qu'on te demande de déjà savoir faire, tu vois. D'accord. J'avais vraiment envie de partir à zéro et qu'on s'intéresse aux gens sur leur personnalité, pas forcément sur leur niveau. J'avais déjà un gros complexe et syndrome d'impostrice, d'imposteuse. Syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que t'appelles ce syndrome? Syndrome de l'imposteur, vous connaissez? Non. C'est quand tu penses que tu vas faire un truc, que tu vas être un imposteur, que quand tu penses qu'un jour tout le monde va découvrir la supercherie, qu'un jour tout le monde va découvrir qu'en fait t'es nul, tu vois. Et ça, c'est un truc, c'est très féminin, hein. Si vous en parlez autour de vous, mais les hommes aussi peuvent l'éprouver, mais les femmes ont vachement ce truc-là tu vois, se challenger, comme la vie est quand même faite, enfin, pas mal d'embûches et tout, et qu'on est quand même pas mal attendu au tournant aussi, et notamment sur ces cases-là, quoi. Aussi l'humour, parce que tu vois, il y en a pas beaucoup des nanas. Enfin, il y en avait pas beaucoup, maintenant ça va mieux. Du coup, tu te forges un chemin, puis tu dis, mais non, je vais y arriver, mais non, je suis capable, mais en fait, au fond de toi, tu dis, ah non, en fait, je suis qu'une merde, et un jour on va s'en rendre compte, et tout ça. Donc, j'avais un peu déjà ce truc-là, alors que c'est con, tu vois, j'ai toujours, tu vois, j'étais dans une troupe pro quand j'avais 10 piges, j'ai eu le bac, mes notes en théâtre, laisse tomber, c'était une folie, j'étais la chouchoute de mes profs de théâtre, enfin tu vois, j'avais pas de cette raison-là, quoi, mais quand même, ça me terrorisait, le côté tu vas être jugé sur une audition, enfin j'étais complètement terrorisée par ça. Donc je suis rentrée dans cette école, et j'ai tout de suite monté ma première compagnie. Je me suis dit, comme mes parents sont flippés et que j'ai échappé à la fac, il faut que je leur montre qu'ils peuvent être rassurés. C'est quoi la démarche, monter une troupe? En fait, j'ai eu l'idée d'un spectacle pendant une de mes insomnies, parce que je suis très insomniaque, et je l'ai vu, quoi. J'ai vu le spectacle en tableau, des différents tableaux. J'ai imaginé vraiment le truc. Le lendemain, j'ai tout mis sur un papier. J'en ai parlé à un pote à moi qui était régisseur lumière, et je lui ai dit, qu'est-ce que t'en penses? Il m'a dit, je pense que c'est une très bonne idée. Donc j'ai pris 5 personnes que je trouvais très cool dans ma classe de théâtre. Aujourd'hui, dans ces personnes-là, il y a Mustapha Benaïbout que vous pouvez voir sur Yes Vous Aime sur YouTube, la chaîne Yes Vous Aime avec Bertrand Huskla, tout ça. Enfin, oui, d'accord. Voilà. Brut, c'est Brut, non? Ouais, c'est Brut, voilà, mais ouais. Huskla qui est en Brut, ouais. Voilà, exactement. Qui écrit, qui fait Brut, quoi. Mais donc Mustapha Benaïbout, il fait d'ailleurs en ce moment des petits réels sur Instagram très très drôles que je vous invite à découvrir. D'accord, on va regarder. Et donc j'avais réuni 5 personnes que je trouvais super dans ma promo, et je leur ai dit, voilà, j'ai eu l'idée d'un spectacle muet. C'était inspiré du cartoon, du mime, tu vois, plus ce truc-là. Et j'aimerais bien qu'on tente l'expérience de le monter. Dans la troupe de théâtre, il y avait un mec dont le père avait loué des décors de cinéma. Donc il avait un énorme entrepôt. Donc on allait répéter dans cet entrepôt. Et fallait quand même un peu d'oseille pour ne serait-ce que louer une salle de théâtre et puis faire des tracts. Et du coup, comme on allait à chaque fois à Gentilly répéter dans ce stock de cinéma, de décors de cinéma, et ben sur le trajet, une fois, j'ai dit, venez, comme on était dans la même école de théâtre, je dis, viens Mousse, on joue Andromaque dans la rame du métro.
Et on l'a fait et les gens nous ont grave applaudi. Donc on s'est dit tiens, mais si on passait un chapeau là, on gagnerait de l'oseille en fait. Andromaque, c'est-à-dire Andromaque, une scène de tu vois et de Racine en alexandrin, une tragédie oui. Mais le fait que ça soit dans le métro, c'était marrant tout d'un coup, avec des effets, on parlait super fort. Ouais, on a parlé super fort. Mais pas plus que ça. Enfin, on parlait super fort parce que le métro ça fait un bruit d'enfer. Pour faire rire. Et non, on faisait même pas pour faire rire, non, pas du tout. Je sais pas, on l'a fait comme ça, comme un truc où tu sais tout d'un coup ça surgit sous tes yeux. Tu vois, je sais pas, pour nous se marrer entre nous, on l'a fait comme ça, sans aucune arrière-pensée. Mais quand on a eu tous les applaudissements du wagon, on s'est dit bon, il y a un truc à faire. Voilà. Et après, ce qu'on s'est fait, c'est que on s'est dit, vas-y, la prochaine fois, on réessaye, on passe un chapeau. Et c'est ce qui s'est passé. Et là, en 3 semaines, on a récolté 3000 balles. Jackpot. Donc là, c'était du happening dans le métro. Avec des scènes classiques de théâtre. Costumées ou non, on avait notre signature, on avait des chapeaux rouges. C'est tout. On était habillés en noir et on avait des chapeaux rouges. Et comme ça, on se disait, les gens peuvent nous identifier. Ah oui, comme c'est les chapeaux rouges. Je les ai vus. Comme ça, ils parlent entre eux et tout. Voilà, exactement. Et c'est comme ça que, en plus, on a rencontré une journaliste pour le Nouvel Obs, pour Libé. Enfin, on a eu des articles de ouf, tu vois. Donc ça vous a fait une promo. Ça nous a fait une promo de inespérée ouf. Et on a récolté de la thune pour monter le spectacle. Oui, très important parce que c'est le nerf de la guerre. Exactement. Est-ce qu'il y a une influence cinéma là-dedans aussi? Est-ce que tu t'es inspiré de films, peut-être? Non. Moi, pas du tout. Non. De films, par exemple, de Woody Allen, non, tu vois, où ça joue dans la rue, tu vois. Pas du tout. Non, c'est vraiment, tu sais, c'est vraiment ce truc de potes, de toujours cap ou pas cap, quoi, en fait. D'accord. C'est vraiment, ça part d'un truc aussi bête que ça, et en fait, c'était une bonne idée, tu vois. Et il se trouve que le spectacle que j'avais écrit était sur le thème du métro. Donc ça avait du lien en fait quelque part, de se dire qu'on le finançait grâce aux métropolitains, ça marchait bien aussi. Mais tu vois, tout ça c'est des axes commerciaux que moi j'avais pas du tout en tête. Et c'est comme ça qu'on a pu jouer le spectacle pendant 2 ans et quelques, ce qui est énorme pour 6 personnes. Moi j'avais 18 piges, tu vois, on était personne, rien, et quand même on a réussi à remplir nos salles. Où est-ce que vous l'avez joué? On jouait à Montreuil, au théâtre de Montreuil et puis au théâtre du Ranelagh dans le 16e. Pareil, des plans, hein. Théâtre boisé. Ouais. Avec les bruits de parquet. Belle expérience alors. Trop belle expérience. Vous avez pas eu de problème avec les contrôleurs? Jamais. On ne les a jamais croisés. Et la RATP, ils étaient au courant que... on a essayé d'écrire une lettre au PDG de la RATP. On n'a pas trop eu de réponse. Mais en fait, t'as pas le droit, normalement, de jouer dans la rame parce que pour des raisons de sécurité aussi. T'as pas le droit. T'as pas le droit de faire la manche. Donc, c'est considéré comme faire la manche, de demander de l'argent. Et puis, en plus, tu n'as pas le droit de jouer dans la rame pour des raisons de sécurité, paraît-il. Oui, c'est comme avec les musiciens, en fait, ils font des castings tous les ans, mais ils peuvent pas jouer dans les rames, c'est uniquement dans les couloirs. Voilà, et ils ont des places attribuées à l'année. Ouais, mais nous, tout l'intérêt du truc, c'était que ça surgisse de nulle part. Donc, si tu fais ça, si tu dis attention, il y a un spectacle, ça n'a plus aucun intérêt. C'est le côté happening. Oui, tu vas te rendre compte qu'on joue très mal Andromaque. Et donc là, tu t'avances dans ta vie d'artiste. Tu là à ce moment-là, ça y est, pour toi, t'es une professionnelle artiste. Ça y est, tu vas faire ça toute ta vie. C'est fixé, là. J'ai toujours dit que j'allais faire ça toute ma vie. Donc, jamais je me suis dit, là, je suis professionnelle ou pas, mais par contre... Là, c'est concret, quoi. C'est-à-dire que tu le voulais, mais maintenant, ça y est. Là, au moins, mes parents me saoulaient plus, tu vois. Parce que, première troupe, 18 ans, mini success story, c'est bon. Ils vont me lâcher la grappe, quoi, tu vois. C'était un peu plus ça. Je me suis dit, c'est bon, j'ai quelques années de répit. Mais le truc, c'est que c'est un métier qui est jamais acquis parce que, après, l'aventure de troupe s'est arrêtée parce que c'est compliqué, parce qu'on n'a pas les mêmes envies, parce que on était très jeunes et que, oui, chacun ses trucs, tu vois. On n'avait pas forcément les mêmes envies. Et puis, c'est très épuisant, le collectif, de gérer 6 personnes. Enfin, vous avez vu ce qu'il nous a fallu pour caler un rendez-vous. Oui, 150 WhatsApp. Et t'imagines? Ouais. Alors, t'imagines 6 personnes, tu dois trouver des répètes, les machins, puis tout le monde galère, tout le monde fait du babysitting ou est serveur pour payer son loyer. Donc, laisse tomber, c'est une galose de ouf. Donc, on a arrêté et de travailler ensemble. Et puis toi, après. Tu travaillais à côté? Moi, je travaillais à côté, ouais. Tu faisais quoi? J'étais vendeuse de basket et après, j'étais assistante d'une courtière en art. Donc après, quand on a dissous la troupe, c'était le moment de la fin d'école et là, non, c'était très dur. Je me suis demandé, c'était très dur de rebondir. Je savais pas du tout quoi faire.
C'est pour ça que je dis, jamais je me suis dit, ça y est, c'est bon, c'est parti, ça marche. Ça a jamais marché, entre guillemets. C'est toujours des loopings, quoi. T'as des creux de vague, quoi. À un moment donné, tu te dis, c'est bon, je suis en place. Et en fait, tout s'effondre, tu repars à zéro, tu te remets en question et je suis qu'une merde pendant un an. Ouais, c'est le vide, en fait, autour de toi. Tu sais pas ce que tu vas faire, tu te remets en cause. Et puis, c'est très difficile, le théâtre. Le théâtre, c'est très difficile. Il y a pas d'argent. Il y a très peu d'argent. Ou alors, soit t'intègres les réseaux nationaux, soit, c'est très compliqué, tu vois, de rémunérer, tu montes un spectacle avec 6, 10 comédiens. T'imagines le coup plateau tous les jours, c'est un truc de ouf, tu vois. C'est très compliqué. Je voudrais te demander après, concernant la suite de tout ça, qu'est-ce qui se passe entre donc la fin de cette troupe et ton début One Woman. Voilà. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? J'avais joué dans un spectacle dans lequel je faisais une dizaine de personnages et un de mes anciens profs de théâtre, à la fin du spectacle, m'a dit mais attends, tu devrais trop faire du one woman show, tu serais très forte. Et moi j'avais un peu des a priori, j'étais un peu snob, je me disais ouais non machin, c'est pas trop le truc et tout. Et puis il m'a dit côté insécurité, des fois insécure comme tu avais dit, des fois on n'est pas, il y a une escroquerie, nanana. Il y avait un peu de ça aussi, dire j'ai pas envie d'être dévoilé comme une arnaque. En fait, non, à la base, il y avait avant ça, après ça y a eu, mais avant, le premier réflexe, ça a été un peu du mépris, tu vois, honnêtement. Mépris par rapport à quoi? Par rapport au One. Parce que tu sais, il y a un vrai conflit entre les théâtreux et les artistes de One Man ou One Woman Show. C'est vraiment en vrai, quand je suis rentrée dans les écoles de théâtre, je suis devenue un peu péteuse, un peu élitiste, un peu non mais il y a que les textes qui m'intéressent, n'importe quoi. Alors qu'avant tu regardais beaucoup de One Man à la télé que t'adorais. Oui, carrément. Donc c'est quoi, c'est ton environnement qui t'a géchant. C'était quoi, c'était une espèce d'homogénéité autour de toi qui disait que c'était ça ou... Ouais, et puis je pense qu'il y a un peu la découverte. Mes parents venaient tellement pas non plus d'un milieu le théâtre, quand j'ai découvert, mes parents, pour le coup, ne m'y avaient pas initié. En tout cas, pas ces branches-là du théâtre, les textes classiques et tout, pas du tout. Et même le théâtre contemporain, ils étaient vraiment éloignés de tout ça. Donc moi, ça a été un univers de ouf qui s'est ouvert à moi, que j'ai adoré. Et du coup, j'ai dénigré le reste, tu vois. T'as fait beaucoup de pièces? T'as joué dans beaucoup de pièces comme ça? Pas tant, non, mais tu vois, c'était l'école, quoi. Le côté un peu école, je sais pas. J'étais un peu teubée. En fait, il y avait une tradition et tu suivais la tradition. Ouais, j'ai suivi la tradition et qui m'a plu. Mais du coup, j'avais un peu un truc parce que mon père, lui, était très client de One Man et tout ça. Et puis il disait tu veux pas faire ça, et puis tu veux pas passer à la télé, machin. J'étais mais t'es con, c'est autre chose. Moi, je suis ailleurs. J'ai envie de dire des trucs, de révolutionner le monde. Tu vois, il y avait un peu ce truc-là. Donc pour moi, le One, c'était un peu l'art un peu divertissant de masse et dans lequel un peu fake, un peu qui venait pas des tripes. Facile. Ouais, facile, exactement. Et d'accord. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis du coup? Ce qui m'a fait changer d'avis, c'est que ce prof de théâtre m'a dit essaye, prends-le comme un challenge de comédienne et si ça te plaît pas, t'arrêtes. Et on a commencé à écrire et là j'ai fait en fait je suis une grosse conne d'avoir dit ça et d'avoir pensé ça parce que c'est méga hoche en fait, c'est très très dur et c'est pas vrai, c'est pas mytho, il faut se dévoiler quoi, il faut y aller vraiment en profondeur et c'est un art à part entière. Et là vraiment pareil, un autre champ des possibles, un boulevard s'est ouvert où je me suis dit mais en fait c'est un truc de ouf et mes potes théâtreux qui dénigrent ça sont des teubés parce que c'est l'ultime chose quoi en fait. Ou l'ignorance, c'est-à-dire c'est pas forcément. Alors, oui mais c'est un peu tu pareil. Tu vois ce que je veux dire, c'est que non mais je veux dire. Non mais ils ont toutes les cartes en main pour pouvoir ne pas être ignorants. Mais tu peux l'ignorer peut-être pas par ta faute parce que ton milieu fait que c'est comme ça. Des fois on s'adapte c'est pas on cherche la sécurité, c'est-à-dire là on sait qu'on va bosser, on sait qu'on va faire des trucs, non mais on prend en des fait risques. c'est comme les gens qui critiquent, tu sais, enfin j'ai l'impression que c'est comme les gens qui critiquent les best-sellers, genre qui critiquent Marc Lévy sans avoir lu du Marc Lévy. Je dis pas que c'est de la balle, mais lis et fais-toi un avis. Et il y a un peu ce truc là chez les théâtreux, je trouve, sur le one man, ils font non moi c'est pas mon truc, mais ils ne connaissent pas, ils ne voient pas et c'est en ça pour moi c'est de la bêtise parce que c'est de l'ignorance certes, mais c'est à leur portée de ne pas être ignorant et ils n'ont pas cette curiosité là intellectuelle. Mais dans l'autre sens, est-ce que tu conseillerais gens qui font du seul en scène de faire une formation théâtrale s'ils l'ont pas fait parce que c'est une formation non parce que je trouve que c'est très précieux d'être autodidacte comme le sont la plupart des gens qui font du one et du stand-up. Par contre, je conseille à tout le monde d'être un peu curieux et d'aller voir ce qui se fait ailleurs, tu vois. Mais je ne trouve pas qu'il y a un manque théâtral de la part des gens du stand-up et du one. C'est pas un discours que je tenais avant, mais maintenant c'est celui que je tiens. Ouais. Parce que toi, t'avais déjà la formation théâtrale, donc tu sais déjà jouer, tu sais comment te positionner sur scène, parler devant un public.
Et ça t'a permis quand même de gagner du temps. Non, parce que je trouve que tu dois tout désapprendre. Le stand-up, c'est du parler tellement quotidien. C'est vraiment l'inverse de ce que tu apprends au théâtre. Ah bon? Ouais, l'inverse. Au théâtre, t'apprends à projeter ta voix très fort, tu joues pas avec un micro, tu vas composer des personnages, tout ça. Là, le stand-up, tu dois parler comme là, on se parle tous les deux. Et ça, au théâtre, quelque part, c'est pas trop ce que moi je pratiquais et ce que j'avais appris, tu vois. J'étais sans doute une très mauvaise comédienne, mais... Non, je te dis pas ça. Non, je sais, mais on va aborder la question du stand-up. Tu vas en parler. Tu es dans un parcours classique, traditionnel. À un moment donné, le one woman arrive dans ton univers, mais ça reste quand même un peu du théâtre, le one woman. Parce qu'on est encore dans la fabrication de personnages fictifs. Oui, c'est vrai. On imite des gens, mais on n'est pas soi-même sur scène à poil. Exact. Enfin, quand même, t'es quand même à poil parce que c'est toi qui écris. Et t'es tout seul sur scène. On est entre les deux. C'est-à-dire qu'en fait, pas dans le stand-up. Le stand-up, c'est total. Enfin, d'après ce que je pense, c'est totalement toi. Tu es toi-même sur scène et tu parles avec les gens comme si que tu discutais avec des amis. Après, il y a un jeu, il y a une façon de faire, il y a un style, il y a un clown à trouver. Donc toi, en fait, le stand-up, il arrive comment dans ta vie? Il arrive plus tard parce que pour passer d'un personnage à l'autre, je faisais des transitions un peu de stand-up et en fait, mais c'était un peu foireux. Et puis j'avais écrit un spectacle avant d'écrire 5-10 minutes comme le font la plupart de mes camarades qui feraient du stand-up. Et du coup, je suis arrivée assez tard sur les plateaux. Et là, quand j'ai vu les plateaux, j'ai vu que les gens extrayaient comme ça 5-10 minutes, je me suis rendu compte que moi, ce que j'arrivais à extraire en 5-10 minutes de mon spectacle, ça n'allait pas, ça passait pas la rampe sur les plateaux. Et donc, j'ai beaucoup regardé et ça m'a intéressé de voir comment faisait, il y avait pas de personnage, en fait, sur les plateaux. C'est qui que tu regardais, par exemple? Quand j'allais au Paname. Oui. Tout le monde. Tes premiers souvenirs de stand-up, en vrai, c'est Paname. Ouais, premier souvenir de stand-up en vrai, c'est le Paname. Comment t'arrives au Paname? Comment tu découvres l'endroit? Sur le plateau Plus drôle des filles. C'était Lisa Raduzinski qui présentait ce plateau. Et je sais pas du tout comment, par quel biais, au bout d'un moment, je suis arrivée là. Je ne sais pas du tout, mais c'est dans mes premiers plateaux. T'avais déjà vu du stand-up avant sur scène? Tu connaissais déjà un peu? Ouais, mais pareil, j'avais une fausse idée de ce que c'était. Tu vois, je pensais que c'était juste blablabla. Le contact, ça fait comment avec Lisa? C'est-à-dire que en fait, je pense que je suis allée au Paname et j'ai demandé à jouer. C'est TJ qui m'a programmé sur le plateau de Lisa Raduzinski, qui m'a accueilli à bras ouverts. Parce qu'il y a quand même une belle entraide entre nanas dans ce milieu, je trouve, en tout cas à l'époque, et enfin encore aujourd'hui, je trouve. Donc j'ai fait ce plateau, et puis après je suis restée voir les autres et les autres filles qui passaient, et puis après les Paname Comedy Club qu'il y avait, où là c'était, je dirais pas mixte, mais enfin plutôt mixte. Mais on va un peu préciser les choses par rapport à ces deux plateaux qui sont complètement différents. Ouais. Le plateau des plus belles des filles, plus drôle des filles, autant pour moi, c'est un lapsus. Alors, était constitué de filles, comme le titre l'indique. C'était une volonté du patron du Palamar Café, Karim Kachour, d'avoir des filles qui font du stand-up. Donc, il voulait créer une émulation et donc ouvrir des portes. Parce que c'est vrai que les plateaux traditionnels sont très masculins et beaucoup déjà d'humoristes aguerris. Et il n'y avait pas beaucoup de place. Et en plus, des fois, il y avait des grosses différences entre les humoristes quand ils passaient. Alors, pour avoir plus d'homogénéité, il fallait augmenter le niveau, donc il fallait jouer. Alors, donc, il a amené des filles sur scène, dont toi, et donc t'as observé les autres plateaux d'humoristes beaucoup plus forts. En place. Et donc t'as vu ça et ça t'a donné l'envie d'y aller. Oui. Et concrètement, tu t'es dit c'est une question ou une Non, c'est qu'en fait c'est ça. À un moment donné, tu rentres dans le stand-up. C'est-à-dire qu'après tu sors du one man classique et tu vas vers le stand-up. C'est une écriture particulière. C'est ce que tu veux faire après. Ouais, en tout cas, c'est ce que je veux faire pour passer la rampe aussi sur les plateaux. Parce que je trouve que les personnages, quand je les faisais, en tout cas, tels que je les faisais, ça ne marchait pas. Donc pareil, je l'ai pris comme un peu un petit exercice, quoi. Et j'ai commencé à essayer d'écrire du stand-up, Et j'ai travaillé au Paname, principalement, pour ne pas dire exclusivement au Paname, parce que c'est là où vraiment j'avais un vrai choc de culture, quoi, tu vois, où j'arrivais pas à y arriver. Et je déteste que quelque chose me résiste, donc j'ai travaillé pour réussir à faire rire tout le monde et tous les publics, et donc aussi celui du Paname. Mais le public du Paname au début, moi de mon point de vue, était vraiment pas acquis. C'était
pas facile, quoi. L'ambiance qui régnait, tout ça, même dans la salle et tout. Ouais, le côté cave, le côté street et tout, c'était pas évident. Et puis, en fait, voilà, à force de travail, de regarder les autres, de parler avec les autres, parce que il y a une vie secrète quand même derrière le rideau d'humoristes qui, certains sont très bienveillants et regardent et te disent, tiens, essaye peut-être cette phrase de la tournée comme ça. Tu fais, ah, mais ouais, mais bien sûr, ça m'a débloqué complètement, etc. Et du coup, voilà, c'est comme ça que je suis venue au stand-up. Et là, j'ai trop kiffé ce que ça apportait, le vertige aussi que ça donnait, mais pour autant, moi, j'adore mélanger un peu les styles. Voilà. Donc j'aime bien encore même faire encore un peu des personnages. Donc tu gardes quand même à l'esprit le côté One Woman. Ouais, j'adore. Parce que j'adore le spectacle, moi. Je suis une vraie amatrice du spectacle avec un grand S, tu vois. C'est-à-dire que c'est con, mais j'adore aussi aller au cirque, tu vois. J'adore le spectacle. J'adore les comédies musicales, j'adore le théâtre, j'adore le one, j'aime tout. Et du coup, j'adore ce que peut donner, un personnage. Tout d'un coup, c'est tout un univers qui s'ouvre. C'est pas aussi frontal que juste quand tu vas raconter une blague et en parlant toi-même. Là, tout d'un coup, un personnage, tu imagines son physique, tout ça. Enfin, le spectateur, je veux dire. Le spectateur, il y a son imaginaire aussi qui est suscité d'un autre point de vue qu'avec le stand-up. Et ça, j'aime bien, moi, ce mélange-là. Vous voyez. C'est une approche un peu anglo-saxonne, c'est-à-dire qu'on peut mêler plusieurs disciplines. Ouais, je kiffe. Ouais. Tu regardes un petit peu des spectacles en anglais, des fois, tu regardes. Ouais, je regarde un peu des spectacles en anglais. Écoute, très honnêtement, je suis pas la plus pointue dans le stand-up américain. Je suis pas celle qui connaît, je suis pas la meilleure connaisseuse. Mais par contre, j'adore. En termes de nom, mais j'adore Bob Burnham, tu vois. D'accord. Par exemple, pour moi, c'est ça vraiment, c'est du spectacle, quoi. Enfin, d'ailleurs, c'est un putain de spectacle. Le gars, il y a je sais pas combien de millions de thunes derrière parce qu'il y a des putains d'effets et tout. Mais ça, moi, je trouve ça ouf, quoi. Tu vois, un truc comme ça, j'adore. Et ça mélange aussi un petit peu du one man, c'est-à-dire c'est pas que du stand-up. Ouais, c'est pas que du stand-up, t'as même limite presque de la magie aussi dedans. Moi, je kiffe ça. Ouais. Et quand tu vois la scène derrière là du Paname, là, ça t'évoque quoi? Est-ce que t'as encore le trac malgré toutes ces années sur scène, t'as fait un spectacle et tout? Ah, je te jure, je me décompose. Non. Ah ouais, c'est un truc de fou. Ouais. Il faut passer par là, voilà, c'est comme ça. Teva, Paname, ça continue. Teva, ça y est, ça sera c'est la dernière session d'enregistrement. Ton spectacle, tu vas le reprendre ou tu feras un nouveau? Je vais le reprendre en septembre en tournée de rodage. Voilà. Et puis après, je sais pas où, comment à Paris. Je sais pas encore pour l'instant, mais oui, je vais venir en tout cas retravailler mes blagues au Paname et puis partout où je peux jouer, très honnêtement. Très bien, c'est tout ce qu'on te souhaite. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode du Pitch Club. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle invité. Merci à vous. Au revoir. Merci. Le Pitch Club.